J'ai soigné mon apparence et mon décor aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu sympathique entre nous, puisque je vais vous raconter 5 histoires qui me sont arrivées et qui sont arrivées à mes proches. Quand je les raconte dans des repas de famille, quand je les raconte à des potes, parfois on croit que je suis une mytho. Mais je ne suis pas une mytho. Et moi encore, ce qui m'arrive, ce n'est rien par rapport à ce qui arrive à mes proches. Souvent on me dit qu'il m'arrive plein d'histoires folles tout le temps. En vrai c'est parce que je prends des risques. Mais parce que j'aime la vie, j'aime rencontrer des gens, j'aime me frotter hors de ma zone de confort. C'est bizarre de dire me frotter, je voulais dire me confronter à l'inconnu. On imagine quelqu'un qui s'auto-frotte. Faut remarquer que j'ai soigné mon décor, j'ai ici des jolies chaussures à talons, parce que je ne mets pas de talons parce que ça me fait mal aux pieds, mais je trouve ça beau. C'est des talons que j'ai achetés en friperie. Je n'achète que de la seconde main. Ça c'est une copine qui me l'a donné. C'est un peu trop grand mais on peut profiter. Première histoire. J'ai toujours aimé fricoter avec le genre masculin. C'était tellement sincère que ça me fait rire aux larmes. J'ai toujours aimé fricoter avec le genre masculin. Mais je ne traînais qu'avec des gens dangereux. J'aimais les hommes torturés, j'aimais les hommes qui souffraient, qui par conséquent faisaient souffrir leur partenaire. Je sortais avec pas mal de gens bizarres. Quand je les rencontrais, je me disais, je vais le soigner. Ça s'appelle le syndrome de l'infirmière. C'est quand tu sors avec quelqu'un qui n'est pas bon pour toi ou qui n'est pas bon pour l'environnement, quelqu'un de toxique, et en fait tu dis bah avec moi il va changer. Non, les gens doivent se changer eux-mêmes. Bref, une nuit, je suis avec mon copain, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, et ça fait plusieurs nuits qu'il dort mal. Il se lève et fait les 100 pas, il reçoit des SMS auxquels il répond. Si vous avez un peu suivi qui je suis, vous savez que je ne suis pas jalouse. Si les gens ont besoin d'avoir des amantes ou des amants, qu'ils le fassent, mais qu'ils me laissent dormir la nuit. Enfin, Leonardo, il s'appelle pas Leonardo mais on va l'appeler Leonardo, me réveille une nuit, me secoue comme ça, et me dit bon Swan, je vais tout te dire. Moi mon premier réflexe c'est de dire non, tu ne vas rien me dire. Sors, va coucher avec autrui, laisse-moi dormir. Mais le syndrome de l'infirmière refait surface. Il m'explique que dans son passé, il y a quelques années, il a traîné dans des affaires de trafic de drogue. Je recontextualise, il est 3h30 du matin, je suis très fatiguée, je sors avec un mec absolument torturé depuis des mois, qui me réveille à 3h30 du matin pour m'expliquer qu'avant il était dealer. Attention, ça n'est pas fini, ça n'est que le début. Récemment, les gens au-dessus de lui l'ont recontacté pour effectuer quelque chose de criminel. C'est horrible. Il me dit, en fait ces gens ont gardé contact avec moi, me surveillent un peu, et récemment ils m'ont recontacté, ils m'ont demandé de faire quelque chose de criminel pour eux. Oh bah là tu t'attends à ce qu'ils te disent, bah ils m'ont demandé de t'assassiner car ils font du trafic d'organes. Et c'est là qu'arrive l'anecdote incroyable. Il me dit, Swan, j'ai refusé de faire quelque chose de criminel pour eux car je ne veux plus traîner dans ces histoires. Merci. Mais puisque j'ai peur qu'ils se vengent, ça fait 1 semaine que je te fais suivre. Quoi ? Mon mec avait embauché quelqu'un pour me suivre nuit et jour, pour me protéger au cas où je me faisais agresser par un criminel. Je sais pas ce qui m'a le plus énervé en fait, que mon mec me fasse suivre ou que quelqu'un voit ce que je fais quand je suis toute seule dans la rue. Je ne vous cache pas que je suis partisante du quand j'ai l'impression que personne me regarde, je remonte mon collant, je retire la culotte qui est venue se glisser dans l'interfessier. Moi je suis toute petite, donc quand je suis en dessous des gens, je vois bien quand il reste des résidus de crotte de nez coagulés à l'intérieur de leur narine avant de rentrer chez quelqu'un. Avec l'aide de ce petit outil qui est un ongle, je dégage l'intérieur de la narine. J'enlève la coagulation de crotte de nez. Il y a quelqu'un qui était payé pour regarder ça. Je ne sais pas qui était le plus traumatisé dans cette histoire, lui ou moi. C'est une histoire qui a mal fini, mais depuis, je ne sors qu'avec des hommes et des femmes extrêmement gentils. La petite morale de cette histoire, c'est que l'amour, c'est fait pour la bienveillance, le partage, se tirer vers le haut et être heureux ensemble. Deuxième histoire. Je vais vous raconter une histoire qui arrive à ma sœur. Il y a quelques années, ma sœur devait garder le château d'un ami. Chacun ses amis. La première nuit, elle reste toute seule dans le château et elle s'enferme à l'intérieur du château. Le lendemain, elle a mes parents au téléphone qui lui disent bah on arrive dans 1h30 et tout. Et elle dit ah bah cool, toujours enfermée seule dans le château, cool, bah je vais préparer à manger pour quand vous arrivez. Elle descend dans les cuisines du château, elle rentre dans la chambre froide, qui est un espèce de grand frigo, elle prend les tomates cerises sur la table, et quand elle se retourne, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de poignée sur la porte. Il fait 3 degrés, elle est en petite robe, dans un frigo, et il n'y a pas de poignée sur la porte. Mes parents arrivent 1h30 plus tard, et ne sont pas vraiment étonnés qu'Élise ne vienne pas leur ouvrir la porte. J'ai plein de sœurs, je ne vous cache pas que nous ne sommes pas les femmes les plus ponctuelles du monde. Mes parents ne s'inquiètent pas de ne pas voir ma sœur arriver
au bout de 5, 10, 15, 20 minutes. Ma sœur, pendant ce temps-là, est en train d'essayer de sortir par tous les moyens possibles de la chambre froide. Elle crie, elle frappe, elle essaye de trouver des solutions, mais elle se rend bien compte qu'elle est coincée seule à l'intérieur d'un château, dans un frigo. Ça n'arrive qu'au périssé, cette histoire. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, mes parents commencent à se dire « c'est un peu relou ». Mes parents regardent à travers les fenêtres du château et heureusement, ma sœur avait laissé une fenêtre ouverte. Ils rentrent dans le château. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, parce que mes parents n'entendent pas ma sœur. Et il reste 1 heure de plus dans le château à entendre de temps en temps des petits éclats de voix, mais ils pensaient que c'était le golf d'à côté. Parce que quand on traîne dans un château d'un ami, parfois il y a des golfs à côté. Au bout d'un moment, ma mère a une illumination et elle dit « Les bruits qu'on entend, c'est pas des gens dehors, c'est Élise qui appelle à l'aide. » Moi perso, je me serais allongée dans un lit du château et j'aurais regardé Netflix en attendant que ma sœur daigne revenir de la forêt. Mes parents captent qu'Élise est en danger et ils se mettent à ouvrir les 54 pièces du château. Ils finissent par la cave et ouvrent la porte de la chambre froide et ma sœur s'effondre, frigorifiée, traumatisée, mais vivante. C'est pas une histoire périssesque ça ? 3e histoire qui a façonné ma vie de folle. Dans la série Je sors avec des hommes dangereux, j'ai nommé mon amoureux actuel Michael Bimboès. Il est très très gentil, mais ça a été pendant longtemps le 3e champion du monde de freeride. Je sais pas si vous savez ce que c'est que le freeride en ski, mais c'est les gens qui sautent les falaises, qui déclenchent les avalanches sans faire exprès, qui font des backflips au-dessus des arbres. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo et je vous la mets en lien ici, mais mon mec est resté coincé dans une avalanche. Un jour mon mec part faire du ski avec ses copains, les conditions sont bonnes, il fait très beau, la neige n'est pas plus dangereuse que d'habitude, et il met ses dragons. C'est les trucs pour pas perdre ses bâtons quand t'es un boulet comme moi et que tu tombes régulièrement. Bon bref, ça c'est une autre histoire, ok ? Il met ses dragons, hop, il s'élance sur les pistes et il déclenche une plaque d'avalanche, c'est-à-dire il y a une grosse plaque avec la neige qui tombe, ce qui est extrêmement dangereux. Mais quand tu fais du freeride de façon professionnelle, tu es très formé et donc tu dois tirer sur ton ABS qui déclenche un espèce de parachute de secours qui te permet de planer au-dessus de l'avalanche et donc de ne pas décéder. Sauf que vu qu'il a sa dragonne, alors qu'on lui avait dit de couper ses dragons, son bâton reste coincé sous son ski, il n'arrive pas à attraper l'espèce de parachute de secours, il met, je sais pas, 5, 6, 7 secondes à le déclencher, donc quand il déclenche, il est trop tard, il surfe un peu sur la vague, et paf, il se fait ensevelir sous 1 mètre de neige. Oh bah quand t'es coincé sous la neige, c'est comme s'il y avait 40 personnes qui étaient assises sur toi. Il est resté 6 minutes coincé sous la neige. En général, au bout de 10 minutes, on tombe dans le coma, et au bout de 15 minutes, on décède. Vu que Michael a une chaîne YouTube qui s'appelle Winter Activity, il a toujours une GoPro sur la tête. Et donc moi j'ai regardé les 6 minutes de rush quand il est coincé sous la neige. Dans sa vidéo qui raconte l'avalanche, il en a fait un montage. Il faut regarder le montage, il faut pas regarder les 6 minutes de rush. Tu ne peux pas dormir après. Déjà pendant la première minute, il dit qu'il veut pas mourir ici. Et moi c'est mon amoureux et j'ai pas envie qu'il meure. Et ensuite il s'endort et il agonise. Oh, je ne vous cache pas que c'est pas très agréable d'entendre la personne qu'on aime le plus au monde agoniser. Quand son partenaire reste coincé dans une avalanche, je ne vous cache pas que ça attise la flamme. Quand on le revoit après l'avalanche, on a envie de se coller à lui et de ne plus jamais se décoller. Ça te dérange pas si je reste comme ça toute la vie ? Ça va, t'as plus froid ? Heureusement, il était avec ses 2 copains héroïques, Julie et Solane a réussi à le sauver. En tant que professionnels sur eux, ils ont toujours le matériel pour sauver des copains qui peuvent éventuellement être coincés dans des avalanches. Et donc ils ont des émetteurs, et vu que c'est des super professionnels, ils ont réussi à sauver Michael au bout de 6 minutes sous la neige. Vous pouvez aller voir la vidéo qui résume cette aventure, c'est absolument incroyable. Je suis très contente, Michael, que tu ne sois pas mort. La morale de cette histoire, c'est que j'ai accepté que les gens que j'aime le plus au monde peuvent mourir d'un jour à l'autre. Et donc j'essaye d'en profiter un maximum et de ne pas me gâcher la vie avec des choses négatives, avec de la mauvaise humeur, du stress, etc. Je suis quand même quelqu'un de très râleur et de très capricieux. Mais quand je pense au fait qu'il a failli mourir et qu'il pourrait mourir demain, j'essaie de relativiser. C'est tout. Après, on reste qui on reste. Dans le jeu des 7 familles, ma sœur est une tarée. Élise, un jour, a loué un bateau à Marseille. Elle était avec ma cousine et son copain. Elle a dit « Allez, je vous emmène faire un tour de bateau à Marseille. » Le bateau a coulé. Ils ont tout perdu, portable, clés, vêtements, sacs. Et ils sont restés accrochés comme ça de façon misérable au coin de la barque jusqu'à ce qu'un énorme paquebot vienne les secourir et ils leur ont lancé des bouées comme dans Tintin. Un homme à la mer! Et hop, tu lances une bouée avec une corde. Elle s'est fait remonter en corde le long du paquebot. Titanic inversé. Et ensuite, elle a dû rentrer chez elle en maillot de bain. Donc elle était pieds nus en maillot de bain dans Marseille, à marcher comme ça, tac, 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 tac. Et elle s'est fait arrêter par la police. Et elle s'est fait arrêter par la police parce qu'elle avait pas le droit d'être en maillot de bain dans Marseille. Je vous cache pas qu'Élise a un sale caractère, comme moi. Elle a pris la police entre 4 yeux. Je sais pas si ça se dit. 4 yeux. 4 œils.
Bon, bref, elle a pris la police en face à face. Elle a dit, écoutez-moi bien, si vous croyez que c'est par choix que je me fais siffler depuis une demi-heure à trottiner comme ça dans les rues de Marseille, vous vous le fourrez dans l'œil le doigt. J'aurais dû faire une vidéo, toutes les expressions qui concernent les yeux, déclinées en pas correct. Bref, elle s'est fait arrêter par la police. Elle a dit, je vous emmerde, hein, parce que je fais mal à l'accent du Sud, mais je vous jure, à un moment, ma soeur avait l'accent du Sud. Elle a dit, vous m'arrêtez pas, ok? À la limite, vous me donnez un double de mes clés, ou vous allez le chercher dans la mer. Mais là, vous m'arrêtez pas, parce que c'est pas par choix que je suis nue. C'est pas parce que ma soeur, elle met des décolletés dans toutes ses vidéos, que moi, je me balade nue exprès dans les rues de Marseille, ok? 5e histoire! Et vous le savez, je les adore, ces histoires. C'est toujours un peu croustillant, ça met toujours un peu de joie dans la vie. Il s'agit d'une histoire de harcèlement sexuel, pour changer. J'étais en Guyane. C'était à peu près 2 semaines après mon accident de voiture. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mets ici. Je sais jamais si c'est là ou là. J'étais au Brésil juste avant, j'étais très malade, je n'arrêtais pas de vomir et de déféquer de façon abrupte et soudaine. J'avais besoin de revenir à Cayenne car j'avais un avion à prendre. J'avais pas d'argent, j'avais pas de portable, j'étais dans une belle galère. Et la veille, il y avait eu en France les attentats de Charlie Hebdo. J'avais vu à la télé qu'il se passait des trucs en France mais je comprenais pas trop. Donc j'arrive en Guyane et je demande à des gens en terrasse, que se passe-t-il? Attendez, je vais vomir, je reviens, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc je sympathise avec des gens qui me disent bah voilà, il y a eu des attentats en France, c'est compliqué, etc. Et je dis ah merde, bon bah je vais rentrer à Cayenne, prendre mon avion pour rentrer à Paris et voir ce qu'il s'y passe. Et donc il y a un mec très gentil, un homme d'une 50aine d'années, qui me dit bah écoutez, moi je rentre à Cayenne en voiture, si vous voulez, je fais le trajet avec vous. Et je dis soit. Bon alors, c'est assez dangereux d'avoir accepté, mais j'étais faible, le mec était sympa, vous auriez accepté aussi. Je fais le trajet avec le mec qui ne cessait de s'arrêter et d'aller frapper chez les gens, et je me rends compte au fur et à mesure du trajet qu'en fait ce mec est huissier et que son métier c'est l'étape juste avant de saisir les biens des gens, c'est d'aller chez les gens et de leur faire peur afin qu'ils donnent l'argent. Donc déjà un peu glauque, et au fur et à mesure du trajet, il roule comme ça et il me regarde, il me fait vraiment pas mal hein, en tout cas ils sont beaux quoi. Vous parlez de vos seins, franchement pas mal, bien joué. Non. Que je fasse caca régulièrement, passe encore. Que je vomisse tous les 60 mètres, oui. Que je me fasse harceler sexuellement et qu'on me dise « Ils sont beaux, quoi, vos seins, bravo !» Comme si j'étais responsable. Non. On ne fait pas ça. Quand on a 50 ans, on ne dit pas à une femme de 20 ans « Ils sont beaux, bravo vos seins !» Ça n'est pas poli. Ça n'est pas respectable. Quand on raccompagne une femme pendant 6 heures dans une voiture, on ne la met pas dans une situation délicate à savoir regarder ses seins. C'est dangereux, il faut regarder la route. J'avais eu un accident quelques semaines avant sur cette route. Regardez la route, ne regardez pas mes seins. Et par ailleurs, c'est du harcèlement sexuel. Bref, je lui ai dit vraiment non. Je me souviens vraiment lui avoir dit non, vous ne me faites pas ce genre de remarques. Merci, mais vous ne commentez pas mes seins. Sinon, vous savez ce qui va se passer. Je vais arrêter de sortir et d'aller aux toilettes pour faire caca. Je vais rester dans la voiture. Donc vous cessez. Il a cessé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été ravie de pouvoir vous raconter toutes ces aventures qui me sont arrivées et qui sont arrivées à mes proches. On rappelle les petites morales de cette histoire, rapidement. L'amour doit être bienveillant et sain. Il ne faut pas rentrer dans des frigos sans vérifier qu'il y a une poignée à l'intérieur. Les gens qu'on aime le plus au monde peuvent décéder d'un jour à l'autre, donc profitez-en. N'arrêtez pas les jeunes filles qui sont en sous-vêtements à Marseille, parce que parfois c'est leur bateau qui a coulé. Ne harcelez pas sexuellement les femmes quand vous les prenez en stop, car elles risquent de faire caca sur votre siège. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bye.